Bonjour, je suis Pascal Pinault, je suis alumni de Supoptique 1992. J'ai eu une carrière assez longue à la DGA, à travers des postes très différents, comme vous pourrez l'entendre juste après. Et je suis maintenant directeur d'une école d'ingénieurs à la Défense, les Sylves. Bon, ben, Pascal, merci beaucoup de nous recevoir ici, à l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci, dans cette belle salle du Conseil. Je vais commencer par faire un petit rappel de ta carrière. Donc, visiblement, ou tu es breton ou tu as un fort tropisme breton. Ah, ah. Voilà. Donc, tu as une formation initiale de l'École d'ingénieurs de l'ENSTA. Donc, tu es sorti en 1989. Après, tu as une formation complémentaire à Grenoble, à l'INP. Et ensuite, tu es rentré sur titre à l'IOGS, dont tu es sorti avec le diplôme en 1992. Tu as d'autres formations complémentaires à HEC, et puis tu as été auditeur à l'IHEDN un peu plus tard. Donc tu as une formation très très complète. Euh, pour ta carrière, donc, tu as commencé à la DGA, au ministère des Armées, comme manager des missiles de croisière. Ensuite, tu as été en poste au CELAR, où tu étais sous-directeur, Centre électronique de l'armement en Bretagne, à Bruges. Tu as une parenthèse comme attaché à l'ambassade de France dans les années 2005-2009. Et tu es revenu comme directeur du centre d'essai de missiles de Biscarrosse en 2009 jusqu'en 2013. Ensuite, tu as changé quand même pas mal d'orientation. Tu as une carrière, disons, gestion d'école d'ingénieurs. Donc, tu es chargé des écoles d'ingénieurs sous tutelle du ministère des Armées, donc l'école C'est ça. polytechnique, les ENSTA, et peut-être d'autres. Donc, je pense que tu as coordonné tout ça et un peu réorganisé. Et puis, je pense qu'on a dû dire, ben, très bien, Pascal, ben, puisque tu as des plans, tu vas diriger l'ENSTA Bretagne. Donc, tu as été directeur de l'ENSTA Bretagne jusqu'en 2020. Et depuis 2020, tu es directeur ici de l'école d'ingénieurs de Léonard de Vinci. Voilà. Alors, pourquoi on t'interviewe? C'est parce que c'est un parcours très riche, avec des changements d'orientation. Et c'est ça qui intéresse les étudiants et les jeunes alumni, c'est de comprendre comment une carrière d'ingénieur peut se dérouler, avoir des nouvelles opportunités et comment on les saisit. Avant Supoptique, si on repart un petit peu en arrière pour voir ce qui est un peu la trajectoire, quand tu étais enfant, qu'est-ce qui te faisait rêver avant Est-ce que tu avais des rêves, tu vois, qui t'ont animé depuis que tu es enfant? En fait, si je me souviens bien, mes parents m'avaient acheté un livre qui s'appelait Que ferais-je plus tard? Donc, en fait, chaque page, c'était un métier différent avec quelques images. Et puis j'étais tombé sur la page ingénieur agronome. Alors c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire ingénieur agronome. Mais en fait, il n'y avait pas de page ingénieur tout court dans le livre. Il y avait toutes sortes de métiers. Hein. C'est boucher, charcutier. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était ingénieur agronome. Parce que j'aimais bien la montagne. Et Grenoble et Grenoble, c'est pas loin. J'avais quand même 5 6 ans. Hein. Et puis, euh, et puis surtout, c'était un métier où à la fois on pouvait, on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire, tout en étant dans la nature, parce qu'à Grenoble, forcément, on était dans la nature. Donc, voilà. Donc c'est vrai que très très jeune, dès que j'ai su lire, le premier bouquin qu'il m'avait offert, c'était le métier d'ingénieur. Le mot ingénieur m'avait déjà intéressé. Et du coup, enfin, de manière académique et scolaire, tu te tournes vers une formation d'ingénieur. Mhm. Euh, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, du coup, tu intègres l'école d'ingénieur à la Supoptique? Alors, après, il se trouve que j'aimais les maths. Donc, et puis j'étais dans une petite ville en province en Lorraine et je réussissais bien. Et donc mon prof m'a dit, bah, il faut faire maths sup. Donc, et c'est vrai que j'avais au fond de ma tête, ah oui, maths sup, c'est bien, j'aime beaucoup les maths. Et puis c'était un jeu pour moi les maths. Hein. C'était le mercredi après-midi, je m'amusais à faire des maths. Euh, en plus ce qu'on me demandait parce que j'aimais ça. Donc là, je vais en faire beaucoup, ça va être bien. Et en plus, si c'est pour rentrer dans une école d'ingénieur, comme ingénieur, c'était bien, et, bah, j'ai dit oui, oui tout de suite. Donc voilà, et puis j'étais donc fait ma prépa au lycée Poincaré à Nancy. Et puis après, donc j'ai passé des concours et le hasard, pas tout à fait le hasard, hein, mais m'a fait que je me suis retrouvé à Brest, donc à l'ENSTA Bretagne, parce que quand on a 20 ans, on a aussi des fois des intérêts autres que les études.
Et ma future femme était en fait plutôt du côté ouest que du côté de l'est de la France. Voilà. Et puis après, donc, euh, j'ai je- alors, j'ai fait mes études d'ingénieur, donc j'avais fait un peu de traitement d'image, puisque tu l'as dit Jean-Claude, j'étais à Felma, en fait, à INP Grenoble, donc plutôt des études sur l'électronique à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup d'informatique, hein. Et, et puis, euh, et puis donc, l'optique j'ai jamais toujours aimé l'optique, hein, dans les quelques cours que j'avais eus à l'ENSTA-Bretagne. Euh, un peu moins les radars, parce que je préférais les ondes optiques que les ondes radars, et surtout que c'était beaucoup plus concret. Et donc, quand à la fin de mon diplôme de l'ENSTA Bretagne, en fait, on m'a demandé d'intégrer le monde du travail. Donc, euh, et, euh, et j'avais envie d'aller travailler à Biscarrosse, parce que les missiles, c'était plutôt une super belle technologie. Et il se trouve que un mois ou deux avant l'acceptation du poste, il y a un ancien de l'ENSTA Bretagne qui connaissait bien Suboptique et qui m'a proposé donc d'aller à Suboptique pour faire donc une mission sur titre, à condition que je travaille à Vernon et non pas à Biscarrosse. Vernon, en fait, à l'époque, c'était le centre d'essai des missiles. Non, pardon, Biscarrosse, c'est le centre d'essai des missiles, et Vernon, c'est le centre d'expertise des missiles. Donc on faisait plus de la conception, alors que du côté de Biscarrosse, on faisait plus des essais. Bon, ça restait dans les missiles, ça me plaisait, et puis suboptique, ça me plaisait beaucoup. Donc j'ai changé d'orientation géographique, et je me suis retrouvé sous la pluie, à la place du soleil, et j'ai jamais regretté. De tes passages à l'école, tu as des souvenirs marquants de la scolarité Mais j'ai d'abord des souvenirs marquants des profs. Donc, il y a trois profs qui m'ont marqué. D'abord, Jean-Louis Maisonnette, donc qui avait des cours qui étaient vraiment très clairs et puis très intéressants. Il y avait Monsieur Cagnier. Donc, je dis volontairement Monsieur Cagnier parce que c'était un personnage qui lui avait une vision de l'optique géométrique très claire, qui était parfois un peu moins claire pour les étudiants, mais finalement quand même relativement abordable, hein. Et puis le troisième prof que j'ai eu qui m'a marqué, c'est Alain Aspect, donc, parce que j'y comprenais rien. Voilà. Donc j'ai tout de suite dit, alors je vais pas faire, vous savez, à la suboptique à l'époque, on fallait choisir une spécialité. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais je pense que oui. J'avais choisi plutôt travailler plus dans l'optique géométrique ou dans la photométrie que de travailler sur l'optique non linéaire ou l'optique quantique parce que c'était quand même c'était assez difficile à aborder. Donc j'étais plutôt, en fait, on peut en parler, parmi les étudiants, il y avait ceux qui étaient plutôt vers la recherche et ceux qui étaient plutôt vers accéder au monde du travail. J'étais plus clairement pour accéder au monde du travail et moins pour me lancer dans une carrière de chercheur. Et puis, il y avait aussi la vie étudiante. Alors, la vie étudiante, ce qui m'a marqué à l'école dans la vie étudiante, c'est qu'il y avait beaucoup de fêtes. Donc, un petit groupe d'étudiants qui emmenait tout le monde dans des fêtes plus ou moins arrosées. Et alors, ça m'avait marqué, mais j'étais pas vraiment un grand participant de ces fêtes-là. J'étais plutôt un peu à l'extérieur, quoi. C'est resté quand même dans ma mémoire. C'est le côté aussi artistique et sportif de la vie étudiante. Ça laissait quelques Non, elle souvenirs. était beaucoup moins riche qu'elle peut être maintenant, hein. C'est clair. À l'époque, les promos, c'était 50-60 étudiants déjà. Donc, je crois que notre promo, c'était 55 de mémoire. Euh, donc, forcément, c'est moins riche, hein. Donc, on n'était pas très loin de Supélec. Donc, il y avait quand même des contacts. Donc, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, je suis allé à HEC parce qu'en fait, j'ai fait substitution d'une partie de ma dernière année de Suboptique à HEC, puisque le secrétaire général de Suboptique à l'époque était un ancien d'HEC. Et donc, il avait obtenu le fait qu'il y avait 2-3 étudiants, notre promo, je crois qu'on devait être 2 ou 3 je crois, non, 3 candidats et finalement 2 retenus, à avoir fait la formation supérieure au management à HEC, donc qui était en fait la deuxième année ou la troisième année à HEC, parce que c'était complètement mélangé à l'époque.
Il n'y avait pas de hiérarchie entre les cours. Et donc, il y avait quelques relations avec les écoles du plateau, mais pas tant que ça. Après, du coup, tu obtiens ton diplôme. Qu'est-ce qui te... Au moment où tu vas du coup prendre ton premier poste, à ce moment-là, qu'est-ce qui te donne l'orientation? C'est l'accord que tu avais du coup de devoir aller à Vernon ensuite? Ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont pu t'influer dans les décisions que tu as prises sur là où tu souhaites aller? Ah non, mais je devais aller à Vernon ensuite. Donc, mais en attendant, j'ai fait comme mon stage de fin d'études au Mexique. Donc, dans l'Institut national d'astronomie, d'optique et d'électronique, INAOE à l'époque, donc qui se trouvait au sud, enfin qui se trouve toujours d'ailleurs, au sud de Mexico, à Puebla. Et c'est là en fait qu'il y avait les télescopes spatiaux qui avaient été installés à la fin des années 40 et qui pour la première fois avaient commencé à cartographier l'hémisphère sud, cartographier le ciel bien sûr de l'hémisphère sud, ce qui n'existait pas avant. Donc ça m'avait conforté dans l'idée de vouloir travailler dans l'optique. Ah, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et donc le fait que j'aille à Vernon parce que c'était dans l'accord pour travailler sur de l'optronique, en fait, ça allait complètement dans ce que je voulais faire. Là, Vernon, c'est la DGA ou pas encore? Oui, c'est la DGA. C'est le centre, ça s'appelait le LRBA, donc, qui est un acronyme qui ne voulait plus rien dire à l'époque, hein, voilà, puisque ça voulait dire, je ne le dis pas puisque ça voulait rien dire. Mais en fait, c'était le centre d'expertise des missiles de la DGA. Donc, où on concevait toutes les technologies qui sont utiles pour les missiles. Alors, bien sûr, il y a de la propulsion, il y a de l'aérodynamisme, il y a aussi des charges militaires, hein, donc, puisqu'un missile, ça transporte une charge militaire et ça finit par exploser. Mais il y a aussi toute l'intelligence qui est dans la pointe avant. Guidage, navigation, et puis bien sûr détection, reconnaissance, identification. Et c'est sur ces sujets-là que j'ai commencé à travailler. Et qu'est-ce que tu apprends de ton passage à la DGA à ce moment-là? Est-ce qu'il y a un moment où tu commences à porter un regard un petit peu en arrière, tu vois qu'il y a des apprentissages qui sont nouveaux et qui vont t'orienter ensuite, j'en sais savoir un peu la suite, mais tu pars ensuite comme attaché d'ambassade à Washington, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour ta décision à venir de changer le Non, secteur? pas à ce moment-là. Si tu veux, j'avais toujours eu une vision à 3 ans, quand j'étais plus jeune, pas une vision beaucoup plus loin. Et donc j'ai commencé à travailler sur les pointes avant de missiles, sur l'optronique des missiles. Et donc finalement, moi je vous l'ai dit dès le départ, ce qui m'intéressait, c'était vraiment les technologies de missiles, ça m'intéressait depuis longtemps. Et donc ce que j'ai souhaité faire, c'est travailler après sur l'ensemble du missile, donc devenir manager sur le missile. Donc, et donc c'est ça en fait quand j'étais à Vernon. Quand j'étais à Vernon, en fait, ce qui m'a intéressé de travailler à Vernon aussi, c'était sur les missiles étrangers qui étaient tombés du camion. Donc on récupérait des missiles à l'époque du bloc de l'Est et ils arrivaient dans notre labo et on ne savait pas comment ils marchaient. Et c'était d'essayer de faire de rétro-engineering pour savoir comment fonctionnait, parce qu'à l'époque, les missiles, c'était pas des caméras, c'était des capteurs infrarouges, des détecteurs monocadrants ou quadricadrans, et on essayait de faire de détection de cibles avec des optiques qui étaient toutes petites, tout ça souvent en infrarouge, ou en proche infrarouge. Et donc, c'est quand même, hein, ce que je voudrais dire, c'est que le premier poste qu'on fait, c'est d'abord et avant tout un poste passion sur la technique. Donc, c'est ça qui m'a plu. Mais après, en même temps, on réfléchit et puis on se dit, ben, qu'est-ce qu'il y a après? Bon, après, donc moi je travaillais pour des managers à Paris qui manageaient le programme de missiles. Je me dis, ça serait pas mal que je fasse ça après, quoi. Mais c'est bien avant de partir aux États-Unis. C'est ce que tu as fait après? Oui, c'est ce que j'ai fait après. Donc je suis allé à Paris et j'ai participé au programme SCALP. Et puis au prototype avant, donc ce qu'on appelait les démonstrateurs, donc avant que le programme existe. Oui, ça m'a intéressé. Et ton départ aux États-Unis, alors comment ça s'est passé? Comment tu as eu l'opportunité de partir aux États-Unis? Bon, après que j'étais à Paris, que je travaillais
j'étais dans l'équipe Scalp et après, je suis devenu manager du missile de croisière, donc qui est en fait un missile de croisière naval qui était embarqué sous frégate et sous-marin. Donc, et là en fait, j'ai voulu retourner en province parce qu'à cette époque-là, il y avait vraiment une plus-value apportée par peut-être encore maintenant, hein, par les centres d'expertise de la DGA et au profit des programmes qui étaient pour moi très importantes. Je venais d'un centre où on faisait des expertises, il y avait les managers qui étaient à Paris et je suis retourné d'abord à Rennes, au CELAR, pour être responsable ce qu'on appelait RESA, responsable d'essai et d'évaluation pour tout ce qui concernait l'optronique de missiles et puis aussi les équipements du Rafale, optronique également. Et après, je suis sous-directeur affaires. C'est-à-dire, sous-directeur affaires au CELAR, ça voulait dire quoi? C'est-à-dire que je pilotais des responsables d'affaires qui étaient là pour définir quelle est la plus-value que pouvaient apporter les centres d'expertise au programme. Et là, j'en viens à ta question, Jean-Claude. Quand on est responsable d'affaires et sous-directeur affaires, forcément, on a des contacts avec l'international. Forcément, c'est aussi un sujet important. Et j'ai bien compris que l'avenir, en fait, l'évolution, c'était avoir plus d'expérience à l'international. Et c'est comme ça que j'ai candidaté pour pouvoir partir à l'international. Ça s'est fait d'une façon inattendue, parce qu'en fait, à l'époque, on construisait l'Europe de l'armement, hein, donc on la construit toujours d'ailleurs, ça prend du temps, mais c'était un sujet qui était très chaud à un moment, qui était la France notamment était très volontariste, et donc je souhaitais rejoindre Bruxelles, où il y avait un poste de conseiller à la représentation permanente à l'Union européenne de la France. Et puis au moment où j'allais signer pour aller à Bruxelles, eh bien, les RH m'ont dit, mais en fait, il y a un poste aux États-Unis qui se libère parce que celui qui devait y aller et qui espérait y aller depuis 3 ans, finalement, on ne peut pas y aller. Et donc, je suis parti aux États-Unis. On m'a demandé un vendredi soir, fin mai, si je voulais partir. Il fallait que je donne ma réponse avant le début juin, qui était le lundi matin, pour partir au mois d'août. J'ai dit oui. Oui. Et à ce moment-là, Oui. c'est bien, pour les ingénieurs qui vont nous écouter, qui nous écoutent maintenant, c'est bien un poste d'expertise technique, c'est pas un poste politique que tu Alors, rien n'est ça. C'est pas si simple que ça, parce Ouais. que c'est un peu un mélange de tout ça, si tu veux. J'avais une compétence technique dans le domaine des missiles. J'avais une compétence technique un peu dans le domaine aussi des centres d'expertise, hein, et des programmes. Donc je connaissais à peu près la DGA, hein. J'avais été sous-directeur d'un centre technique. Et donc le poste là-bas, c'est un poste en fait qui est à l'ambassade de France, rattaché donc au service d'attaché d'armement ou ce qu'on appelle la mission militaire, hein, et dans lequel il y avait un patron qui était pas moi, hein, et il y avait des adjoints. Moi j'étais l'adjoint terre et missile, voilà. Et donc à la fois c'est pour travailler sur donc le poste avait 3 volets en fait. Promotion de l'industrie et des technologies françaises aux États-Unis, parce qu'il faut savoir que les États-Unis étaient le 4e pays importateur d'armement français à l'époque, hein, pour la France, hein. C'est-à-dire que évidemment on ne vend pas de chars ni d'avions aux États-Unis, mais on vend tellement d'équipements de rang 2, dont par exemple la caméra infrarouge, sauf à dire du char Abrams à l'époque. Donc il y avait une promotion, il y avait une mission aussi de renseignement quelque part, hein. Donc bien sûr c'est pas du renseignement ouvert, c'est-à-dire que on informe la DGA française de ce qui se fait aux États-Unis, où il y a énormément d'investissements et parfois des erreurs dans les technologies suivies pour pas qu'on fasse la même chose, et puis qu'on oriente l'investissement en France. Et puis le 3e volet qui m'avait beaucoup plu, c'est un volet coopération politique, hein. Donc j'ai eu la chance d'arriver aux États-Unis quelques mois après
que le président Sarkozy ait finalement changé l'image de la France aux États-Unis lorsqu'il a décidé d'envoyer 1 millier d'hommes en Afghanistan, alors que l'image jusqu'à présent, c'était l'image du discours à l'ONU qui dénonçait les mensonges américains sur les armes de destruction massive en Irak, hein, qui avait jeté un froid énorme entre la diplomatie française et américaine, notamment dans le domaine de l'armement. Là, en fait, ça avait tout à fait changé quand finalement on a réintégré le champ de bataille quelque part en Afghanistan, et les Américains avaient reçu l'ordre quelque part de leur politique de recommencer à travailler avec la France dans le domaine de l'armement. Et là, il fallait construire donc une relation. Et ça m'a beaucoup plu. Et donc après, tu rentres, tu es nommé à Biscarrosse, au centre d'essai des missiles. Donc c'est un poste que tu avais choisi ou c'est les opportunités? Alors c'est toujours un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire que tu souhaites faire quelque chose, tu t'orientes, et finalement, tu fais quelque chose qui est proche, mais pas forcément ce que ça. Typiquement, c'est ce qui m'est arrivé aux États-Unis. Je voulais aller travailler pour l'Europe, je me suis retrouvé à Washington. Voilà. Là, en fait, j'avais quand même déjà un tropisme pour les missiles. Je connaissais bien les centres de province. Le premier poste que je souhaitais aller, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était à Biscarrosse. C'est là que j'aurais souhaité travailler. Et finalement, je rentre, je regarde les opportunités parce que je sais qu'elles ne sont pas extrêmement nombreuses. Je me renseigne un peu et je sais que là il y a une opportunité, donc je commence à distiller l'idée que je pourrais y aller, et puis hop, par hasard on me le propose, donc j'y vais. Voilà. Donc c'est à la fois effectivement des opportunités, mais ça doit être un peu réfléchi quand même. Est-ce que tu fais passer des messages pour les opportunités? On parle tu vois, dans ce petit Camille, on est en train de creuser un petit peu toute la notion de réseau. Oui, bien sûr, tu fais passer des messages à tes réseaux. Tes réseaux, ils ne te connaissent pas forcément. Ils savent qui t'es, ils voient ta tête. Mais quel est ton parcours? Quelles sont tes compétences? Si tu n'es pas là pour aller les vendre ou pour tout simplement informer les gens qui ont le pouvoir de décider sur ton orientation, bah, ce n'est pas eux qui vont regarder dans ton dossier précisément. Hein. Font ça un peu aussi, hein, c'est un peu leur métier, mais si tu sais, en fait, typiquement, regardez-moi, j'ai une composante technique, je connais les centres d'essai, je connais les missiles. Il y a un centre à Biscarrosse qui s'occupe des missiles, qui cherche un directeur de Biscarrosse. Je ne dis pas que je veux le devenir. Je dis, vous cherchez quelqu'un et regardez mon parcours. Tu fais 5 ans à Biscarrosse, c'est ça? Oui, 4 ans, 5 ans. Et après, tu reviens tu changes quand même là, franchement, d'orientation, je pense. Tu t'orientes vers le management des formations. Donc, tu deviens responsable des écoles sous tutelle de la DGA. Et encore une fois, comment tu es arrivé là? Comment ça s'est passé? Ouais. Eh bien, en fait, c'est suite à mon poste aux États-Unis. Donc, lorsque j'étais aux États-Unis, on se retrouve à l'ambassade de France, donc quand même à 6000 km de Paris, avec un ambassadeur et puis des services qui représentent l'ensemble des ministères. Et donc, je suis resté 4 ans aux États-Unis. Donc, pendant 2 ans, j'ai été adjoint, comme j'ai dit tout à l'heure, terre, et après, je suis devenu le numéro 2, ce qui est logique, hein, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, le numéro 2, il remplace le numéro 1 quand il n'est pas là. Donc, j'allais aux réunions qui est en quelque sorte un mini-gouvernement. Donc l'ambassadeur représente le président ou le Premier ministre plutôt, et puis il y a chacun des services qui représentent son ministère. Et j'ai eu la chance quelquefois de représenter quand les autres n'étaient pas là. Et au-delà de ça, il y a une vraie communauté et on vit un peu non complètement ouvert sur le monde extérieur à l'armement. On se rend compte que finalement, la vie, c'est beaucoup plus que ce qu'on a fait dans notre carrière depuis quelques années, quand on côtoie le responsable des affaires culturelles. Bon, le responsable scientifique, on se voyait souvent, hein, c'était quand même les 2 services les plus proches.
le responsable des renseignements généraux, qui évidemment n'était pas appelé comme ça à l'ambassade, et puis en fait toute cette communauté, et donc on dit, je me suis dit, finalement après être rentré donc à Biscarrosse, je me dis, bon, je rentre à Biscarrosse, il faut que je me manque en France. Le retour en France d'un certain nombre d'expatriés n'est pas forcément toujours facile. Donc je m'ancre là où j'ai une compétence. En plus, ça m'intéressait, c'était un poste intéressant. Mais à moyen terme, je vais peut-être faire autre chose. Et c'est ça exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, une fois que j'ai fini mon poste à Biscarrosse, puisque c'est des postes à durée limitée, j'ai cherché une ouverture. Quelque chose de différent. Donc j'avais plus... J'ai pas forcément pris la première chose que je voulais. Hein. Donc, je veux dire par là que j'avais à un moment candidaté pour travailler dans un organisme européen, donc, sur les missiles, donc, qui dépendait complètement de l'Union européenne, hein, rien à voir avec la France. Et puis, bah, j'ai pas été pris. Et donc, on m'a proposé l'opportunité de devenir tutelle des écoles d'ingénieurs. Et là, il a dit, ah, ça c'est une belle ouverture. C'est une belle ouverture, ça, je vais faire autre chose que de l'armement, je vais m'occuper des jeunes. Moi j'avais à l'époque 2 jeunes à la maison qui étaient justement en terminale ou en seconde, je ne sais plus très bien. Enfin j'en ai 2, donc forcément ils étaient dans des années différentes. Et ça m'intéressait. Quand on choisit un poste, il faut toujours qu'il y ait un aspect passion, intérêt, au-delà de... L'ambition, l'ambitieux brut et pur, je pense qu'il n'y a pas d'avenir. Il faut qu'il y ait une passion, quelque chose qui nous anime. Donc, ouais, les écoles d'ingénieurs, ça m'intéressait. Et donc, j'ai pris ce poste-là en 2013, effectivement, retourné à Paris. Et vous savez que, en fait, je suis ingénieur de l'armement, vous l'avez compris. On est forcément obligé de retourner à Paris de temps en temps. C'est pas forcément mon lieu préféré. J'aurais préféré Washington ou Biscarrosse. Là, tu fais une mission de réorganisation des écoles. Oui, en fait, c'est l'opportunité. Il se trouve que l'enseignement supérieur a beaucoup évolué. Donc, d'abord avec Valérie Pécresse qui a commencé à définir des politiques de site. Et puis en 2012, il y a eu la loi Fioraso. Donc là, la première loi, c'était sous l'égide de Nicolas Sarkozy. La deuxième loi Fioraso, c'était sous l'égide de François Hollande. Et il y avait la volonté d'organiser l'enseignement supérieur en France, beaucoup plus qu'il ne l'était aujourd'hui, à travers des politiques de site, à travers des politiques de publication et de classement, qui faisaient qu'on voyait autour des écoles du ministère des Armées des regroupements, la création de l'IMT, donc avec les écoles mines télécom, et puis surtout ces politiques de site autour des universités, et donc je suis arrivé à ce poste-là, et ce poste-là, en fait, c'était un poste qui était moitié politique, moitié pragmatique. Moitié pragmatique, pourquoi? Parce que je devais m'occuper des petits problèmes que pouvaient rencontrer les 4 écoles sous tutelle du ministère des Armées. Donc il y avait Supaéro, l'ENSTA Paris, l'ENSTA Bretagne et l'IX. Et l'IX, ça me prenait moitié de mon temps, hein, parce que les petits problèmes à l'IX, ça devient tout de suite des gros problèmes médiatiques. Donc, et évidemment, ça ne plaît pas trop au ministère qu'on parle de l'IX en mal, surtout au ministre ou à son cabinet. Et donc je devais m'occuper à la fois de ces problèmes quotidiens que peuvent avoir les écoles qui ont des retombées médiatiques, mais aussi de leur insertion dans le monde de l'enseignement supérieur, parce que le ministère des Armées s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer avec ces écoles fermées à l'extérieur. Donc on m'a demandé d'écrire en fait et d'imaginer des politiques pour nos écoles, pour les écoles d'ingénieurs ministère des Armées, donc l'école polytechnique, les 2 ENSTA et Super-Héros. Donc je suis arrivé encore une fois à un bon moment, je trouve. J'ai parlé tout à l'heure du bon moment aux États-Unis pour nous créer des relations avec et comme les Américains étaient pas forcément leur point fort, c'est pas forcément les bonnes idées. Hein, enfin, en tout cas dans le milieu militaire là-bas, plutôt des gens qui obéissent plutôt qui ont des idées. Ils me posaient des questions pour essayer d'avoir des idées. Et là c'est pareil, on me demandait des idées pour savoir ce qu'on pouvait faire de nos écoles. Alors évidemment je ne faisais pas tout seul, c'était avant tout les directeurs d'école qui pilotaient l'affaire, mais je faisais le lien entre le politique,
le ministère, et puis donc le DRH de la DGA, qui représentait, qui était mon supérieur, puisque moi j'étais rattaché en tant que tutelle à la direction des ressources humaines de la DGA. À ce moment-là, les missions quotidiennes, elles semblent assez loin de ce qu'on peut apprendre dans une école d'ingénieur. Ah oui. Pour les étudiants qui nous écoutent actuellement, comment est-ce qu'on peut se sentir en confiance pour pouvoir répondre à ces missions? Sur quoi tu t'appuies en disant bah, je vais être capable de remplir ces missions alors qu'on ne me l'a jamais appris, ou ainsi de suite. Qu'est-ce qui te... T'as dit le bon mot, appris. L'envie d'apprendre, l'envie de découvrir, l'envie de connaître et puis de proposer des solutions, de créer quelque chose. Donc avoir des nouveaux projets. Moi, c'est toujours ce qui m'a toujours le plus intéressé. C'est-à-dire, en fait, non pas donc être dans une structure et puis perpétuer, mais pour répondre à des nouveaux défis. Donc, apporter quelque chose de nouveau. Et donc, là, donc, j'ai appris un peu plus l'enseignement supérieur, donc, que je connaissais un petit peu, mais vraiment, ça avait beaucoup bougé pendant ces années-là, et puis j'ai découvert pas mal au contact des autres. Hein, donc, apprendre des autres, c'est très important. C'est que te retrouver dans des situations où tu explores, où il y a des choses nouvelles à apprendre, tu n'es pas inconfortable, mais au contraire, il y a quelque chose qui te fait avancer. Ah oui, complètement. Ça fait partie de ton caractère. Oui. C'est-à-dire avoir en face de soi l'inconnu, ou alors donc des sujets qu'on n'a pas abordés, c'est une motivation. C'est pas une peur. Au contraire, c'est une motivation pour pouvoir progresser et puis faire de nouvelles choses, quoi. Voilà, donc en 2017, tu deviens directeur de l'ENSTA. Tu mets en application ce que tu as préconisé. Exactement, Voilà. exactement, Jean-Claude, tu as compris. Ils m'ont dit, tu as imaginé ça pour l'ENSTA, ben, tu vas y aller, tu vas le réaliser. Ce qu'on appelait, c'était un COP, contrat d'objectifs et de performance. J'avais travaillé les COP des 4 écoles, c'est des contrats entre le ministère et l'école. Donc on le négocie, on le signe et après on l'applique. Donc je l'ai négocié pour l'ENSTA Bretagne avec le directeur de l'époque. C'était signé par le ministre en décembre. Et après on m'a dit, bah, Pascal, tu vas être muté à l'ENSTA Bretagne. Donc on a pensé ça pour toi. Voilà. C'est exactement ça. Et alors, tu as réussi à mettre en œuvre ce que tu avais préconisé? Comment ça s'est passé? Pas entièrement. Pas entièrement. Si j'ai un regret sur le sujet, là, c'est effectivement, d'un point de vue politique, j'avais imaginé que les écoles du ministère des Armées et les écoles du ministère de l'Économie pouvaient travailler beaucoup plus fortement ensemble et se rapprocher, peut-être même en une seule tutelle. Mais en tout cas, elles avaient des convergences de vues politiques, c'est-à-dire elles étaient là avant tout pour former des ingénieurs au service de la nation, que ce soit dans les grandes entreprises, dans l'économie ou dans la défense, avec un fort tropisme vers la recherche appliquée, vers l'innovation technologique. Et il me semblait que l'ADN de ces écoles-là était très proche. Et par conséquent, dans l'Ouest, à l'ENSTA Bretagne, juste à côté, il y avait une école qui s'appelait Télécom Bretagne. Et j'aurais bien voulu me rapprocher plus de Télécom Bretagne, mais le calendrier a fait que ça ne s'est pas très bien passé finalement. Mais les autres points, oui, ça a plutôt marché. L'augmentation du nombre d'étudiants, l'augmentation de la réputation de l'école, donc dans les classements qui a beaucoup monté encore maintenant, et puis le développement d'une recherche proche de l'industrie. C'est ça que j'ai vraiment fait le plus parce qu'en fait, il y avait un très fort potentiel de recherche appliquée à l'ENSTA Bretagne au profit des grands industriels de la défense et du maritime, et qui était peut-être, ce que j'avais vu quand je suis arrivé, peut-être pas tout suffisamment développé. En 2020, tu deviens directeur de cette école ici, donc tu as quitté l'armement ou tu es toujours... En fait, je suis ingénieur général, donc tu sais, on peut passer en deuxième section. Ah, tu es en deuxième section. Ouais, je suis passé en deuxième section, oui, parce qu'en fait... ça s'est décidé quand j'étais déjà encore à Paris. Donc, j'ai préféré m'orienter vers l'enseignement supérieur et partir à Brest et ne pas revenir à la DGA et rester dans l'enseignement supérieur. Donc, après mon mandat à Brest,
j'ai cherché à rester dans l'enseignement supérieur. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que la DGA, comme je l'avais dit quand j'étais tout à l'heure, quand je suis revenu des États-Unis, j'avais fait un peu le tour. On avait fait tous les métiers intéressants, du management de programme, la direction d'établissement, l'expertise technique. Bon, j'avais peut-être pas fait tout à fait complètement les achats, et c'est peut-être pas ce qui me passionnait le plus. Voilà. Donc l'international, j'avais fait aussi. Donc l'enseignement supérieur m'avait vraiment beaucoup plu et j'ai dit bah, continuons sur cette voie. Donc, tu nous présentes l'école rapidement. Les Sylves. Ouais. C'est On dit les Sylves. Oui, on dit les Sylves. C'est une des écoles post-bac les mieux classées de France, hein, donc, qui a 3800 étudiants, donc une plus grande école de France, qui est très axée sur les mathématiques appliquées et l'informatique, mais qui développe aussi des formations sur les sciences de l'ingénieur, la mécanique et le développement durable, et qui se développe beaucoup, qui donc est aujourd'hui installé à Paris depuis 1995 à La Défense et qui aujourd'hui a ouvert un campus à Nantes en 2022 et qui va encore ouvrir d'autres campus et qui va, j'espère, recruter plus d'étudiants internationaux et développer une recherche partenariale avec l'industrie comme je souhaite le faire. Donc, vous avez 500 étudiants par promotion, c'est ça à peu près? Plus. En fait, on a 3800 étudiants donc à l'école. On a une prépa intégrée qui recrute donc après le bac. Et là, on recrute environ 500 étudiants. Et on ajoute 200 étudiants qui viennent après la prépa. Donc, quand on arrive en troisième année, c'est plutôt 700 étudiants. Avec les admis sur titre, on arrive à des promos qui vont arriver à 750 diplômés dans les années à venir. Voilà. Et voire plus. Si tu regardes un peu en arrière, comment tu compares les écoles d'ingénieurs d'aujourd'hui, enfin, comme le SILV, avec ce que tu as vécu à Supoptique ou Grenoble? Comment tu vois là? Ça n'a plus grand-chose à voir. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, d'abord, la réglementation a évolué. À notre époque, il n'était pas obligatoire de partir à l'international pour avoir son diplôme. Moi, j'y suis allé, mais en fait, on était assez peu nombreux. Et donc, les règles étaient vraiment différentes. La CTI a imposé des règles de plus en plus normées, hein, et je ne le critique pas, hein, parce que ça garantit la qualité de la formation. Et aujourd'hui, les étudiants sont plus proches de l'entreprise encore, avec plus de stages, ont forcément une expérience internationale, ce qui donne une ouverture. Et aussi, et c'est particulièrement vrai à Les Sylves, on a beaucoup de cours de soft skills. Donc, ils apprennent dès la prépa intégrée à non seulement avoir des capacités techniques, des compétences techniques, mais aussi des capacités managériales et donc des compétences sur le management des projets, mais aussi des équipes, et surtout des équipes d'ailleurs. Donc ce sont des têtes bien faites finalement. Et quand je vois un étudiant de 4e et 5e année, je suis assez surpris de sa maturité par rapport à la maturité que j'avais moi-même à son âge il y a 35 ans peut-être. Ouais. C'est la question que je voulais te poser, c'est comment tu compares les étudiants d'aujourd'hui à ceux d'il y a 30 ans? Beaucoup plus grande ouverture d'esprit. Ouais. Et puis, par contre, alors, on va essayer de dire que les vieux, c'est bien aussi, hein, donc, ils sont peut-être un peu moins impliqués dans leur travail que l'étaient les jeunes ingénieurs, ou alors les jeunes étudiants il y a quelques années. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus divers, ils ont une implication diverse et ils sont moins bons en maths quand même, allez, on va dire ça. Ouais. Et en orthographe peut-être. Et en orthographe aussi, ouais. Mais globalement, ils sont, par rapport à notre époque, je pense, enfin à mon époque en tout cas, ils sont bien préparés à rentrer sur le monde du travail. Et ça, c'est quand même très important parce que c'est notre vocation dans les écoles d'ingénieurs de former des jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans le monde du travail en étant à l'aise, parce qu'on les a préparés, et puis en étant heureux d'y exercer leur métier et de pouvoir évoluer. Et le message que tu leur donnes, le message général, c'est ayez confiance sur leur avenir. Oui, moi je suis assez optimiste sur l'avenir, hein, même si c'est pas forcément
de bon ton d'être optimiste. Euh, euh, D'abord, ce que je leur dirais, c'est d'abord d'être ambitieux, d'avoir de l'ambition, hein, et d'avoir de la volonté, parce que, en fait, quand on veut vraiment quelque chose et qu'on est passionné pour le faire, eh bien, ça donne déjà beaucoup d'arguments pour réussir. Et puis, et puis de continuer à regarder les opportunités, donc à être un esprit ouvert, bien exercer son travail, mais toujours en pensant à la suite. Si tu regardes un petit peu en arrière là, sur ton parcours, de quoi tu es le plus fier dans ton parcours? D'un point de vue professionnel, ce que j'ai le plus apprécié, c'est les nouveaux projets que j'ai pu réaliser. Donc, les idées on a réussi à mettre en œuvre. Alors, si on reprend le début de carrière, je vais prendre plusieurs exemples, hein, c'est l'autodirecteur infrarouge du scalp. Donc, c'est complètement technique, ça, hein. Donc, on a pour la première fois au monde fait un autodirecteur avec MBDA et puis Tom et Thales, donc avec une matrice format télévision 640 par 480 infrarouge en bande 2, avant les Américains. Donc, alors c'est une œuvre collective, bien évidemment, mais, euh, mais j'ai vraiment insisté sur le sujet. Et c'est vrai que j'ai su par la suite que j'étais parfois un peu craint des équipes de MBDA. Donc, il y avait une certaine, donc, un certain enjeu sur le sujet et on l'a bien réussi et on était très heureux de voir la réussite en fait du guidage terminal de ce missile-là qui est toujours très efficace et qui est maintenant parti en Ukraine. Euh, Autre exemple, dans le domaine de l'armement, qui m'a beaucoup plu, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis, je vous ai dit il fallait trouver des sujets de coopération. Eh bien, je me rappelle d'un coup de téléphone que j'ai eu avec un jeune officier qui était en Afghanistan, français, bien sûr, renommé français qui est en Afghanistan, et qui m'avait mis en contact un militaire de l'ambassade, parce qu'il venait de recevoir des véhicules qui étaient des véhicules d'ouverture d'itinéraire, c'est-à-dire des énormes véhicules avec des blindages énormes pour qu'ils puissent ouvrir les routes. Quand il y a des engins explosifs qui sont au bord des routes, on en parlait beaucoup à l'époque des IED, des IED, qui faisaient beaucoup de dégâts parmi les troupes donc de la coalition. Eh bien, on a réussi, grâce à l'entregent qu'on a pu avoir, à pouvoir acquérir une demi-douzaine, un petit peu moins de ces véhicules-là, qui ont dû sauver des vies en France, enfin parmi les militaires français, pardon. Et quand il m'a dit qu'il croyait jamais qu'il aurait pu avoir ce matériel-là, qui était un matériel qui était réservé au strict euh, triptyque donc américain, anglais et puis canadien, alors que même les Anglais n'en avaient pas eu. Et tout ça a un coût beaucoup moins cher que ce qu'on a pu faire en France, parce que quand on fait des séries limitées de 20 véhicules par industrie française, même si j'aime beaucoup l'industrie française, ça coûte beaucoup plus cher que quand on achète 5 unités sur une série de 200 aux Américains. Donc c'est cette satisfaction de voir le militaire français qui a rêvé de ce véhicule, qui l'a eu. Et ça, en fait, pourquoi j'aime bien cet exemple-là, parce que c'est une idée que j'ai menée de bout en bout. Comme c'est un petit programme, c'est pas un grand programme de missiles. Grand programme de missiles, ça a des centaines de milliers de personnes, une dizaine d'années, des milliards de francs, des milliards d'euros après. Là, c'est un petit projet, mais j'ai vu le début, j'ai dit on va le faire, on l'a fait et on a vu le résultat. Donc là, c'était super. De ton entrée à l'école jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu aussi des rencontres qui ont été marquantes, déterminantes, soit qui auraient pu, par exemple, influer la manière dont tu t'es construit, ou qui t'ont donné des opportunités, ou des personnes qui t'ont marqué dans ta vie? En fait, il y a plusieurs personnes, mais on peut pas dire qu'il y a une personne comme ça. C'est plutôt des profils, donc des profils donc je vais pas citer des noms, mais des profils de carrière que j'ai vu. Bah tiens, il a fait ci, il a fait ça, il a réussi à faire ça. Bah, pourquoi pas moi? Donc
Et puis, en plus, je trouvais que c'était des gens qui étaient brillants. Alors, moi, je n'étais pas aussi brillant qu'eux, mais ça donne à rêver, hein, de voir les carrières de certains. Ouais. Donc, c'est plusieurs exemples, mais j'ai pas un mentor particulier. Ouais. Même si j'ai un petit nom en tête, mais que je ne veux pas dire devant tout le monde. Et ça nous arrive aussi tous, en se construisant, de faire des erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs aussi que tu as pu, maintenant en prenant un peu de retour, que tu souhaiterais partager, que tu as pu faire et qui t'ont aussi aidé à apprendre? Oui, 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 bien sûr, j'en ai fait plein. Alors évidemment, les erreurs, on les oublie. Enfin, on essaye de les oublier, donc ça doit être un peu refoulé. Mais comme tout à l'heure, je parlais de l'Insta Bretagne, l'erreur que j'ai faite, c'est quand j'étais à Paris, quand j'ai écrit ce document avec le directeur, et puis qu'après, on a essayé de, de travailler au rapprochement avec l'IMT. Je me souviens très bien d'une réunion où en fait, j'avais pas bien préparé le dossier pour les chefs de la DGA. Et quand il y a eu la réunion avec le patron de l'économie, hein, à l'époque, eh bien, mon point de vue, même s'il était partagé, n'avait pas été suffisamment bien étayé. Et puis peut-être je ne me suis pas suffisamment affirmé sur ce qu'il fallait faire pour le bien de l'école. Et, on est passé à côté. Donc, si j'avais un conseil à donner sur le sujet, c'est si vous pensez que vous avez une bonne idée, euh, quel que soit l'interlocuteur que soit en face de vous, ayez le courage de l'exprimer, prenez le temps de bien préparer votre dossier, et puis allez-y, soyez courageux et défendez l'idée, parce que après vous le regretterez si ça marche pas. Il y a des regrets que tu as? Des regrets? Encore une fois, dans l'idée, si tu souhaites les partager, et aussi dans l'idée de que ça puisse en bénéficier à d'autres. Oui, 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 bien sûr. C'est un peu la même chose. Les regrets qu'on peut avoir, c'est de ne pas avoir suffisamment porté les idées auxquelles on croyait, et qui finalement, à la fin, se sont révélées être ce qu'il fallait faire. On n'a pas eu le courage ou pas eu suffisamment de travail en amont pour bien expliquer et pas assez bien communiquer. Et puis, et c'est pourtant ce que j'avais dit, il fallait le faire. Bah oui, mais c'est de ta faute, tu l'as mal expliqué. Et ça, souvent, c'est important de bien préparer ses dossiers quand on est sûr, quand on a une conviction de ce qu'il faut faire. Il faut se donner les moyens de cette conviction pour pouvoir emporter le morceau et pour après aller dans la direction qu'on souhaite aller. Et si on se projette sur la suite, ta carrière est loin T'es gentil. La carrière est loin d'être finie. T'es gentil, ouais. Des rêves encore à réaliser? Oui, non, mais clairement, en fait, un des sujets dont je suis aussi assez fier récemment, c'est l'ouverture du campus à Nantes, hein, puisque c'était quand même pas forcément facile d'implanter une école privée comme ça dans une métropole en partant de rien. Donc la suite, ben, c'est que Nantes se développe, hein, puisque je vous dis, c'est ouvert depuis septembre 22. On envisageait, quand on a ouvert Nantes, on envisageait, à cette époque-ci, on envisageait avoir une centaine d'étudiants. On en a 144. Et donc, j'espère qu'en dans 3 ans, on en aura 600. Voilà. Et qu'on va pouvoir satisfaire les premières entreprises de la région nantaise avec les étudiants de l'ESSILV compétents et qui vont pouvoir répondre à leurs défis parce qu'on a besoin d'ingénieurs en France et il faut absolument continuer à développer, y compris à Suboptique, bien évidemment, les compétences pour notre développement économique et pour nos entreprises. Et à plus long terme, il y a d'autres rêves ou d'ambitions qui t'animent? Ouais. À plus long terme, moi j'ai toujours, en fait, tu disais les regrets que j'avais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est un regret, mais j'ai toujours privilégié l'ambition de ma famille, si tu veux, à mon ambition personnelle. Voilà. Donc peut-être que j'ai peut-être pas, enfin je pense que j'ai eu un parcours assez équilibré, diversifié, mais jamais j'ai pris des décisions en disant ça va me permettre à moi de me développer sans penser globalement à la famille, aux enfants. Donc il fallait que ça apporte quelque chose à tout le monde. Donc finalement, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné, par essayer d'avoir un équilibre. Hein.
Et donc à l'avenir, j'espère préserver cet équilibre encore pendant très longtemps, C'est même au-delà de ma vie professionnelle. c'est- Vas-y. c'est remarquable, t'es presque arrivé à Saint-Nazaire. Hein. Tu as dit, ma femme était de Saint-Nazaire, Oui. et là, tu es arrivé à faire une école à Nantes. Oui, oui, bah, c'est pas par hasard non plus. Voilà. Excellent. On allait arriver sur le plan un peu plus personnel. Est-ce qu'il y a des choses, tu as des passions dans la vie? Tu parlais là, de l'équilibre aussi, de l'importance de l'équilibre. Je sais que c'est des sujets Oui, qui oui, oui, intéressent beaucoup, oui, bien qui sûr. peuvent préoccuper Bien les sûr, je ingénieurs. pense qu'on ne peut pas être 100% pris par son travail et avoir que ça. Enfin, tout comme moi, je ne pourrais pas, parce que je me sens limité. J'ai des capacités de travail et intellectuelles qui sont limitées, comme tout le monde, mais certainement plus limitées que d'autres. Donc, j'ai besoin de faire autre chose. Et comme j'aime beaucoup apprendre, eh bien oui, j'ai des passions. Et en fait, la première passion ce que j'ai, c'est l'œnologie, hein, clairement. Donc, j'ai beaucoup de connaissances sur le sujet, livresque, hein, je vous rassure. Mais j'aime aussi beaucoup la voile, les sports nautiques. Euh, Depuis que je suis tout petit, enfin depuis que je suis adolescent, j'ai eu une passion pour Jacques Brel. Donc ça, peu personne ne le savent. Toujours, c'est une passion d'adolescent qui a perduré. Voilà. C'est devenu plutôt une habitude plutôt qu'autre chose maintenant. Voilà. Non, non, il y a il y a plein de centres d'intérêt. Et j'espère que j'aurai d'autres centres d'intérêt à découvrir à l'avenir. Il faut pas se limiter. Il faut toujours avoir de nouveaux centres d'intérêt. Et quel est ton avis sur le concept de métier passion? Mm. C'est quelque chose dans lequel tu crois, que tu as vécu, pas vécu. Le fait d'avoir une passion qui devienne un métier. Oui, alors en fait, il faut toujours trouver de l'intérêt à son métier. Euh, Passion métier, c'est-à-dire faire de sa passion son métier, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas, j'ai jamais franchi le pas. Si tu veux, je suis jamais devenu viticulteur. Voilà, si tu veux aller par là, mais je sais qu'il y en a d'autres qui l'ont fait dans les de promos des jeunes ingénieurs que je connaissais et qui se sont épanouis, quoi. Donc je pense que c'est une question assez personnelle et moi j'ai pas franchi le pas. Pour terminer, on avait un sujet sur les anciens élèves, sur les alumni. Mhm. À l'ESSIL, vous avez un service alumni, enfin c'est géré par l'école. Oui. Alors que nous, on est à Supoptique, on est une association indépendante. Mhm. Donc, est-ce que tu connais la genèse de ce service à l'ESSIL? Pourquoi c'est comme ça? Et quel poids tu y accordes? Enfin, comment Alors, tu gères ça? à l'ESSILV comme au pôle Léonard de Vinci, parce qu'en fait, on ne l'a pas dit depuis le début, mais l'ESSILV en fait fait partie du pôle Léonard de Vinci, qui sont trois écoles, donc l'EMLV, qui est l'école de management, et l'IM, qui est l'école du digital. Donc, euh, avant, on avait aussi donc une association d'anciens élèves, mais qui en fait ne marchait pas super bien. Faut dire ce qui est. C'est ça qui a motivé le fait de l'internaliser. À l'ENSTA-Bretagne, il y avait une association d'anciens élèves qui marchait bien, donc comme un suboptique a priori. Euh, mais comme c'est très interdépendant des personnes, et que à l'ESSID, eh bien, les personnes, eh bien, on n'avait pas trouvé les bonnes personnes, ou l'école est quand même relativement jeune, hein, elle est née en 1995, donc il y avait peut-être une crise d'adolescence qui faisait qu'on n'avait pas réussi à trouver les bonnes personnes. Donc on a décidé, pour Léonard de Vinci, d'internaliser, de faire un service, effectivement, avec des personnels de l'école qui, en fait, animent le réseau des alumni. Et quel poids ça a pour toi dans la représentation de l'école? Enfin, si l'école fait ce service interne, c'est que c'est important pour l'école. Oui, c'est important parce que les alumni, évidemment que c'est important. C'est euh, c'est quand même eux qui représentent le plus les diplômés de l'école dans les entreprises, hein, par définition. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une, euh, on a une vocation à former des jeunes pour qu'ils puissent trouver leur place dans l'entreprise. Donc, c'est un lien et un pont très important pour à la fois les étudiants qui sont
à l'école, mais aussi pour ceux qui sont déjà des alumni déjà présents dans les entreprises. Donc c'est récent, ça a 2 ans, donc ça commence, hein, donc on n'est pas à maturité, euh, mais, euh, mais déjà les alumni donc comptent déjà sur eux, hein. Donc on a des alumni au conseil de perfectionnement, on a des alumni qui font ce qu'on appelle la journée des alumni où ils viennent rencontrer les étudiants de 4e et 5e année, non pas pour essayer de les embaucher en tant que représentants de leur entreprise, mais en tant qu'alumni, en leur expliquant, ben voilà, il y a 3 ans où j'étais avant sur tes bancs, le banc de l'école à côté à ta place, je fais ci, je fais ça maintenant. En fait, c'est plus pour répondre aux questions des jeunes qui sont plutôt en 4e et 5e année qui se posent des questions, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les jeunes, quand ils sont au début de leur parcours, ils ne se posent pas ce genre de questions, hein. Ils veulent avoir leurs notes et puis passer à l'année supérieure. C'est un peu plus tard que ça se joue. Et puis, je pense qu'il y a d'autres potentiels, notamment pour le développement à l'international. Je pense que c'est important qu'on ait des antennes alumni qui soient présentes pour faire en sorte qu'on se développe plus à l'international, notamment sur les stages et les universités, et surtout pour les emplois à l'international, puisque moi je crois beaucoup en fait au fait que les jeunes ingénieurs vont avoir des carrières encore plus à l'international que nous, donc il faut développer ce sujet-là. Et toi, en tant que directeur de l'école, tu utilises le service ou tu t'en sers pour valoriser l'école? Est-ce que ça t'est utile, disons, dans l'image de l'école? Oui, mais bien sûr, directeur ou pas, oui, c'est utile. Donc, euh, on les utilise aussi pour les relations entreprises. On a un service des relations entreprises qui, évidemment, prend contact avec les alumni quand on veut développer des relations avec l'entreprise dans laquelle sont les alumni. On parlait de Nantes tout à l'heure. Quand on a voulu ouvrir à Nantes, on a aussi réuni les alumni qui étaient autour de Nantes pour savoir quelles étaient leurs idées, quels étaient leurs conseils sur l'ouverture à Nantes de l'ESSILV. Est-ce que ils voyaient ça bien? Est-ce qu'ils voyaient ça? Quel genre de formation il fallait développer? Quel contact il fallait qu'on prenne pour pouvoir donc mieux monter l'école? Oui, oui, bien sûr. Et les alumni, c'est très divers, hein. Donc, il y en a qui sont très impliqués. Ceux-là, on les connaît, hein. Et il y a ceux qui feraient bien quelque chose pour l'école si on les sollicite. Et puis, il y a ceux qui sont, bon, l'école pour eux, c'est le passé. Et en fait, ils sont assez peu nombreux, cette première et cette troisième catégorie. Je pense que la catégorie la plus importante, c'est la deuxième catégorie. Ceux qui, finalement, si on leur demande de faire quelque chose pour l'école, ils le feront. Ils n'iront pas naturellement le faire, mais si on leur demande, ils le feront. Et c'est cette catégorie-là qu'il faut animer pour pouvoir avoir plus de plus-value dans les relations avec eux. Et aujourd'hui, l'adhésion aux alumni est automatique ou est-ce que tous ceux qui sortent de l'école sont à l'association Oui, automatiquement? Oui, oui. oui. Ils sont à l'association et il n'y a pas de cotisation. Il n'y a pas de cotisation. L'attachement à l'école n'est pas forcément ce qu'il était avant, donc l'attachement aux alumni n'est pas automatique. Il y a un attachement fort envers ses collègues de promo. Et c'est je pense que c'est par ce biais-là qu'on peut aussi renouer des contacts et puis peut-être les impliquer un petit peu plus. Mais il n'y a pas besoin à ce que chaque alumni soit impliqué complètement pour que ça marche, hein. Mais, euh, mais, mais je pense que le modèle qu'on a choisi, il est bien dans la mesure où effectivement on dépend pas de personnes qui sont là parce qu'elles ont envie d'être là, on en a besoin, mais la structure existe et le financement existe. Voilà. Donc ce qui résout deux problèmes importants qu'ont la plupart des associations d'alumni, parce que Supoptic ou les autres écoles d'ingénieurs, pour la grande majorité, fonctionnent de la même façon comme fonctionne Supoptic. Et donc, à part quelques grandes écoles d'ingénieurs qui ont un historique d'alumni extrêmement fort, hein, donc comme l'X, comme Centrale, comme les Arts et Métiers,
on voit on voit que les autres écoles ont des associations d'alumni qui ont un peu de mal quand même. Je crois qu'il nous reste à te remercier de ta franchise, de ton ouverture. Donc, merci beaucoup, Pascal. Merci à vous trois. Merci.